Eh bien, bonjour à tous. Merci à Joël, aux organisateurs. Merci à CTC 42 pour l'invitation. Je suis très content d'intervenir à Saint-Étienne aujourd'hui. Alors, la question qu'il m'a été demandé de traiter, c'est d'estimer un petit peu ce qui relève de la croyance ou de la réalité dans cette fameuse transition énergétique dont on entend parler un peu partout. Désormais partout, hein, on a vécu un été difficile sur beaucoup de plans. On sait que ça ne va pas forcément s'améliorer, je ne vais pas refaire l'état des lieux, je ne vais pas refaire les perspectives, on les a maintenant dans tous les médias. Mais là, on va questionner cette promesse, hein, de transition énergétique et puis sa réalité. Je serai peut-être un peu technique sur certains éléments, donc on essaiera d'échanger quand même un maximum. Si vous avez des questions un peu précises, on les gardera pour la fin. Voilà, c'est mieux comme ça. J'avais oublié de lancer le micro, ce sera plus agréable pour tout le monde. Voilà, donc je disais que c'est une conférence qui sera peut-être un peu technique, mais on essaiera d'échanger au maximum ensemble pour que s'il y a des points un petit peu imprécis, ils soient clairs pour tout le monde. Alors, on va repartir des questions les plus difficiles qu'on traite, nous, depuis que nous sommes sur Terre. C'est qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi, comment, enfin, toutes ces questions philosophiques, métaphysiques, qui nous traversent, qui nous contrarient souvent. Je vais dresser un vaste tableau en lien avec cette image, progressivement. Je vais déjà distinguer plusieurs choses qu'on sait et qu'on ne sait pas autour de ce qui se passe sur ce tableau de chasseurs-cueilleurs, hein, qui sont nos ancêtres, dont nous sommes tous issus. Alors la première chose, c'est que aujourd'hui, alors je vais revenir sur l'image précédente, ici il se passe quantité de choses qui sont liées à l'énergie. L'énergie, c'est ce qui nous fait être, vivre, ce qui nous permet de nous lever le matin, de nous coucher le soir, de passer une journée plus ou moins agréable. On a besoin de l'énergie pour être absolument tout. Notre corps a besoin de ce qu'on appelle de l'énergie pour faire fonctionner les cellules, faire circuler le sang, battre notre cœur, respirer nos poumons, etc. On a besoin d'énergie absolument de façon essentielle. Ici, les chasseurs-cueilleurs capturent l'énergie de multiples façons dans leur milieu. Retenez qu'ils capturent l'énergie, ils puisent l'énergie dans leur milieu de multiples façons. Ils chassent, donc ils se nourrissent, ils mangent des animaux. On imagine qu'ils cueillent, mais ça c'est pas explicite dans l'image, mais on imagine qu'ils cueillent ou qu'ils ramassent des tubercules, ils se nourrissent aussi de végétaux. Et puis ils capturent aussi l'énergie dans leur milieu avec le feu, en brûlant de la biomasse, et cette énergie, elle a pour intérêt de leur permettre d'en consommer moins biologiquement, c'est-à-dire de leur protéger de la dissipation de l'énergie à cause du froid. Il fait froid sur ce paysage, donc on se protège du froid grâce au feu. Et puis bien sûr, vous savez que l'énergie transforme les aliments et en permet le feu transforme les aliments et en permet une meilleure assimilation. Donc l'énergie, là, dans cette image, est vraiment indispensable à absolument tout ce que nous sommes en tant qu'humains déjà en société. D'ailleurs, on voit qu'ils sont coopératifs, ils se rassemblent autour du foyer, ils travaillent ensemble pour capturer et se servir de l'énergie qu'ils trouvent dans leur milieu. Et alors l'énergie, on a un problème avec elle, et bien c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est important parce qu'on parle d'énergie tout le temps, dans les médias, dans les informations, en écologie en particulier, chez les ingénieurs, où nous sommes ici, à l'ENISE, on parle d'énergie absolument tout le temps. Et en fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la qualité, on ne connaît pas la nature de l'énergie, on connaît ses propriétés, et éventuellement même, ce ne sont pas ses propriétés qu'on connaît, c'est ce qu'elle fait sur le monde qu'on connaît. On connaît son influence sur le monde. On sait que l'énergie, en fait, finalement, c'est une unité de mesure de la capacité d'un système à se transformer ou à générer des transformations. C'est une quantification des transformations qu'on observe dans l'univers. Tout ce qui bouge, qui a bougé, qui est transformé, qui se déplace, qui change d'état, qui change de forme, qui chauffe, se refroidit, tout ça ne se fait que parce qu'il y a de l'énergie dans le milieu et ça consomme de l'énergie. Mais en revanche, je ne sais pas ce que c'est. Donc je suis obligé de repartir de cette vérité, de cette vérité de questionnement. C'est une vérité qui n'en est pas une finalement. On est sûr de ne pas savoir ce que c'est que l'énergie. Et comme on est sûr de ne pas savoir ce que c'est que l'énergie, on est obligé de l'aborder un peu par l'extérieur. Et c'est ça qui nous pose problème, c'est qu'on n'est pas sûr d'en connaître vraiment les qualités intrinsèques, si elle en a même. Et vous voyez que je vais essayer de dérouler aujourd'hui
une description des approches confuses que notre vocabulaire et nos savoirs ont de quelque chose dont on ne connaît pas la nature, qui est l'énergie. Et je suis obligé, pour avancer dans mon déroulé, de circonscrire ce qui fait partie dans les sciences de ce qui relève du consensus scientifique et ce qui relève de la recherche, de l'exploration, de l'expérience de laboratoire, et ce sont deux choses fondamentalement différentes. D'un côté, il y a des choses que des penseurs, des chercheurs, des amateurs ou des professionnels, des diplômés ou pas, ont découvert au fil de l'histoire, et qui font désormais consensus, c'est-à-dire que lorsqu'on essaye de retester les hypothèses au sujet de ces savoirs, de ces connaissances, on le vérifie systématiquement, ou au moins suffisamment pour dire que, pour l'instant, on admet ce qu'on sait comme étant, au moins, sinon universel en tout cas, le savoir reconnu commun dans la communauté scientifique. Et le consensus scientifique, il n'y a pas tant de choses que ça, dont on soit sûr aujourd'hui. Le consensus scientifique, par exemple, alors je ne vais pas détailler parce que c'est des choses un peu techniques et que moi-même je ne maîtrise pas, je suis tout à fait franc. Mais par exemple, une chose dont on ne parle jamais mais qui est centrale en physique, c'est le principe de moindre action. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du principe de moindre action ? Bon, personne n'a entendu parler du principe de moindre action. Ce principe-là est connu depuis 2 ou 3 siècles, il a eu une histoire, sa découverte a été progressive, et en gros il dit que tout ce qui subit un mouvement, une trajectoire, tout ce qui suit une trajectoire, suit cette trajectoire en minimisant une quantité qui s'appelle l'action, et en optimisant le rapport entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire parce que moi c'est tout ce que j'en maîtrise. Ce qui est sûr, c'est que c'est un principe universel qui fonde toute la physique et tout le réel. En fait, tout le réel est appuyé sur ce principe de moindre action, dont les extensions philosophiques et métaphysiques sont extrêmement nombreuses, et peut-être aussi nombreuses qu'on n'en parle jamais, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, il y a là consensus scientifique sur la connaissance du principe de moindre action. Les lois de conservation sont un consensus aujourd'hui universel, ou en tout cas scientifique. Toutes les transformations de la matière, de quelque façon qu'elle se soit, à partir du moment où on mesure suffisamment à grande échelle les transformations observées, conservent tout ce qui s'y déroule, les quantités d'énergie, de matière, tout est conservé. Les lois de conservation sont universelles. Alors on peut s'amuser. Les lois de conservation, c'est quelque chose de très important parce que ce n'est pas une évidence à la naissance chez l'enfant, c'est quelque chose qui se construit. L'enfant ne sait pas que lorsqu'il divise une boule de pâte à modeler, par exemple, lorsqu'il la divise, il va se dire j'ai plein de petites boules de pâte à modeler parce que j'ai divisé ma grosse boule de pâte à modeler, j'en ai fait plein de petites, donc j'en ai plus. Et ça, c'est quelque chose de très enfantin que parfois on retrouve chez certains adultes. Alors qu'évidemment, quand on divise une boule de pâte à modeler, on peut la diviser autant qu'on veut, on en a toujours autant. Il n'y a pas de création de matière lorsqu'on a divisé une pâte à modeler. Et ça, les lois de conservation, c'est aussi fondamental en physique, que troublant pour l'esprit parfois, et pas un acquis à la naissance. C'est une construction qui est parfois fragile. Certains hommes médiatiques ont tendance à dire qu'il n'y a pas de limite planétaire, par exemple. Ben ça, c'est une violation des lois de conservation. Parce que la quantité de matière qui existe sur la Terre, on ne peut pas l'augmenter. Si on la disperse dans l'environnement, il n'y en aura jamais plus. Je vous en prie, asseyez-vous. Je viens à peine de commencer. Donc on était en train de décrire ce qui relève du consensus scientifique versus ce qui relève de la recherche. Je continue à décrire et à expliquer ce qui relève du consensus aujourd'hui. Les principes de la thermodynamique, dont je viens d'évoquer l'un d'eux, qui est l'entropie, qui se décrit de multiples façons, soit une augmentation du désordre, soit une dispersion des éléments irréversibles. Moi, j'aime bien parler d'irréversibilité, c'est le terme qui me convient le mieux. On peut parler aussi d'atteinte de l'état le plus stable pour les systèmes après une transformation, après les transformations. C'est une notion qui est délicate parce qu'en fonction de ce qu'on observe, on n'observe pas toujours de l'entropie. L'entropie est une quantité qui est censée augmenter tout le temps, mais ça dépend de la place de l'observateur. Donc c'est une notion délicate à manipuler. Quoi qu'il en soit, c'est une connaissance scientifique universelle. Elle fait, la thermodynamique fait consensus. La thermodynamique comprend bien sûr une loi de conservation, c'est celle de l'énergie. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer de façon solide en sciences et en physique. La relativité générale, aujourd'hui fait consensus. Ça ne veut pas dire que c'est le modèle absolu définitif, un petit peu comme pour la gravitation. Depuis Newton jusqu'à Einstein, le modèle a changé, mais par contre les pommes tombent toujours sur Terre quand on les lance. Voilà, donc
Il y a une différence entre le fait de savoir que les pommes tombent toujours sur Terre et les modèles qu'on met en place pour comprendre pourquoi les pommes tombent. Peut-être on trouvera un autre modèle que la relativité générale pour expliquer pourquoi les pommes tombent. Voilà. Cependant, aujourd'hui, la relativité générale, restreinte et générale, sont des consensus scientifiques. Le hasard fondamental, je ne rentre pas dans le détail, mais aujourd'hui on sait que le réel est sous-tendu par un hasard fondamental. Tout n'est pas intrinsèquement, fondamentalement déterminé, mais c'est un sujet de discussion à la fois philosophique et métaphysique et physique. Quoi qu'il en soit, le hasard fondamental est aussi un sujet de discussion qui fait consensus. Les structures dissipatives, que je définis rapidement, ce sont des structures qui acquièrent des propriétés qui ne sont pas, je simplifie, qui ne sont pas contenues dans les éléments qui constituent ces structures. Nous sommes des structures dissipatives, par exemple. Si on disperse du carbone, du phosphore, un peu de fer, beaucoup d'eau, de l'azote et tous ces éléments qui nous constituent, d'ailleurs ils sont là dans notre environnement, et si on les réunit et qu'on essaye de faire un être vivant avec, on ne va pas y arriver. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le réel, l'histoire, l'évolution, ait fait se rencontrer ces éléments-là, un contexte particulier, par exemple une petite mare avec de l'eau et de l'énergie, qui font que ces éléments se sont associés de façon très spécifique, et qu'ils ont dissipé de l'énergie, et qu'ils ont acquis des propriétés qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas contenues dans chaque élément, tenus indépendamment les uns des autres. Donc les structures dissipatives acquièrent des propriétés parce qu'elles dissipent de l'énergie. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les êtres qui étaient autour du feu capturaient l'énergie pour maintenir leur capacité dissipative, on dit ça, ils sont traversés d'un flux d'énergie, donc ils stockent une partie, et puis ce flux d'énergie maintient leur activité métabolique, mais leurs cellules, lorsqu'elles sont... une cellule, lorsqu'elle décède, lorsqu'elle s'arrête de vivre, les éléments qui la constituent retrouvent l'état inerte, et la structure dissipative ne fonctionne plus, elle ne dissipe plus d'énergie. Donc ça c'est important pour la suite, on va essayer de le retenir. On est toujours dans les consensus bien sûr, la théorie de l'évolution qui progresse et qui évolue elle-même. C'est très intéressant parce qu'elle n'est plus la même qu'il y a 100 ans et depuis Darwin lui-même. Elle a évolué, elle se perfectionne, elle se précise, et elle est de plus en plus à la fois complexe et ambiguë, parce que la théorie de l'évolution n'est pas quelque chose de simple en soi. En revanche, ce qu'elle dit, elle fait consensus. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, les humains qui sont là, qui sont aujourd'hui dans la salle, sont le résultat de l'évolution. C'est ça qu'on ne remet pas en cause, qui fait consensus aujourd'hui. Une autre chose qui fait consensus aujourd'hui, je ne vous l'apprends pas, c'est le dérèglement climatique, ou réchauffement climatique, ou chaos climatique d'origine anthropique. Son origine anthropique ne fait pas débat, il y a consensus. Il y a d'autres choses. Il n'y a plus débat, tout à fait, mais ça fait théoriquement un moment qu'il ne devrait plus y avoir débat, mais en tout cas aujourd'hui c'est sûr, il n'y a plus de débat. En revanche, et c'est là où nous allons commencer à explorer ce rapport, la croyance ou la réalité en ce qui concerne l'écologie et l'énergie en particulier, il n'y a pas consensus scientifique, et c'est très important, sur la capacité de l'humanité à s'autodéterminer ou être libre. Je suis désolé, j'aborde un sujet qui ne devrait pas forcément être traité aujourd'hui, c'est juste pour le dire. Bien sûr que nous avons la certitude d'être libres, moi aussi. Mais aujourd'hui, la science ne sait pas si c'est une illusion ou si c'est vrai. Donc, je n'ai pas de réponse, je ne vais pas vous la donner aujourd'hui, je ne vous donnerai même pas la mienne. Il n'y a pas de réponse au niveau scientifique. Donc, c'est un sujet de débat, il n'y a pas de consensus scientifique, retenez ça. On ne sait pas si l'humanité peut décider de son orientation évolutive. Peut-être oui, peut-être pas. En tout cas, on ne peut pas l'affirmer. Ça, c'est un point important. La capacité de l'humanité à protéger son milieu, alors c'est plus délicat, la capacité de l'humanité à protéger son milieu donc naturel, que ce soit hier ou aujourd'hui, ne fait pas consensus. D'accord ? On a envie, moi j'ai envie que ce soit le cas, j'ai envie que ça ait été toujours le cas, et j'ai envie, par exemple, que ça soit notre période aujourd'hui, une exception dans l'histoire, et qu'on puisse réparer ça et arrêter de détériorer le milieu. Bon, c'est une envie, c'est un désir, on l'a tous, on le partage. Mais il n'y a pas consensus scientifique ni sur le fait que dans l'histoire, l'humanité ait jamais protégé son milieu, parce que réduire son impact, ça ne veut pas dire protéger, ça c'est une notion importante. Et, a fortiori, si peut-être l'humanité n'a jamais vraiment protégé son milieu, elle n'a peut-être pas les moyens de le faire aujourd'hui non plus. Pas de consensus. Débat, bien sûr, pas de problème, mais pas de consensus. On peut très bien dire, l'humanité, elle n'a jamais protégé son milieu. Et on peut même ajouter comme argument, mais en fait, les êtres vivants, ils n'ont jamais protégé leur milieu. Jamais. Depuis que les premières cellules sont apparues dans cette petite mare avec de l'énergie et du phosphore, du potassium, etc., et du carbone,
Elles ne protégeaient pas leur milieu, elles absorbaient les ressources, elles se structuraient, et puis elles rejetaient leurs déchets, et voilà, elles interagissaient avec leur milieu, mais elles ne le protégeaient pas. Elles le complexifiaient, elles pouvaient en faire quelque chose qui les arrangeait, elles pouvaient en augmenter le confort, le bien-être pour elles. Attention, c'est une projection anthropocentrée, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il y avait protection du milieu, c'est très important. Et alors, nous, du coup, si nous sommes... Ah oui, j'oubliais bien sûr le sujet d'aujourd'hui. Il n'y a pas de consensus sur la capacité de l'humanité à opérer une transition énergétique. La science ne peut pas affirmer aujourd'hui que l'humanité est capable de faire ça. Et d'ailleurs, on ne l'observe pas, ça va être l'objet du déroulé. Alors les conditions à l'existence, celles qui sont communes à la fois aux êtres vivants et à nous, selon en tout cas ce que j'en comprends moi, les conditions à l'existence, c'est-à-dire il faut qu'elles soient réunies pour qu'un être vivant existe. C'est bien sûr qu'il y ait d'énergie, structure dissipative. Il faut que la structure puisse s'assembler. Elle a besoin d'énergie et de ressources. Il faut que sa structure, des salades, des lézards, ou des bactéries, on est d'accord, on parle bien des êtres vivants dans leur ensemble. Hein. Donc pour nous, c'est l'alimentation, la capture d'énergie. Voilà. Mais il faut de l'alimentation, il faut de l'énergie, il n'y a pas le choix. La santé, ça veut dire que pour nous, il faut que notre corps fonctionne bien. Pour une bactérie, un lézard ou une laitue, ça veut dire que son métabolisme est fonctionnel. Il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de virus qui perturbent le métabolisme. Entre guillemets, on pourrait dire que l'organisme est en bonne santé. Mais ça, c'est une condition à l'existence. Si le métabolisme est perturbé, la structure ne peut plus dissiper correctement l'énergie, elle s'effondre, elle meurt. Il n'y a plus existence, en tout cas pour l'objet dont on parlait. Et la sécurité, c'est le troisième paramètre qui me semble être une condition à l'existence, autant encore une fois pour les bactéries que pour nous. La sécurité, ça veut dire que l'intégrité de la cellule contre les agressions intérieures ou extérieures doit être maintenue. Et certainement que dans l'évolution, l'apparition de la membrane a été un moyen de défendre un milieu intérieur contre un milieu extérieur, de protéger ou de garantir la sécurité intrinsèque, l'organisation, la structure. Et vous voyez que là, on a trois conditions à l'existence qui sont finalement partagées par tous les êtres vivants, dont nous. On ne les appelle pas tout à fait de la même façon qu'on pourrait le dire pour un ensemble de bactéries. On appelle ça l'alimentation, la santé et la sécurité, mais on voit bien que ce sont des paramètres qui correspondent à finalement n'importe quelle structure dissipative vivante. Encore une fois, est-ce que ça va? Est-ce que je ne suis pas trop technique? Est-ce que c'est suffisamment accessible? Parfait. Il faut distinguer les conditions à l'existence des besoins qu'on peut définir aujourd'hui, comme par exemple la réduction de l'effort. Quand on essaye d'obtenir un résultat, les êtres vivants et nous en particulier, on essaye de le faire en minimisant la dépense d'énergie. Mais ce n'est pas une condition à l'existence, c'est quelque chose qui vient ensuite. Chez les êtres humains, qui sont une espèce coopérative, le statut social, l'estime de soi, sont des besoins qui garantissent un meilleur état d'être. Mais ce n'est pas une condition à l'existence. Vous voyez ces différences-là qui sont importantes? Pour le vivant, la recherche d'informations dans le milieu, le sexe, la reproduction, le besoin d'affection pour les animaux sociaux, de communication, de plaisir, de maintien de l'homéostasie, tout ça sont des choses qui viennent en plus des conditions élémentaires à l'existence. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment ce qui met en péril les conditions à l'existence. Et il se trouve que nous, dans notre histoire, nous sommes une espèce qui, en capturant un peu mieux l'énergie dans son milieu, et c'est ce graphique qui va vous le montrer, a un peu mieux garanti les conditions à son existence. Un peu mieux. Au début, un peu mieux. Et puis, au fil du temps, de mieux en mieux. Alors ici, vous voyez cette échelle logarithmique qui écrase les valeurs de la démographie. Donc vous avez 1 million en bas à gauche d'êtres humains, 10 millions, donc il y a un facteur 10 entre chaque palier. C'est pour mieux voir la courbe qui est normalement une exponentielle qu'on ne verrait pas tellement elle est raide sur la fin. Donc vous voyez qu'il s'est passé quelque chose à moins 40 000, moins 35 000 ans. Il y a eu une amélioration technique et l'humanité d'alors est passée de 1 à 6 millions d'êtres humains assez rapidement et ensuite a atteint un plateau. Les améliorations techniques concernaient essentiellement la chasse, selon en tout cas la capture d'énergie, donc selon en tout cas ce qu'il s'en dit aujourd'hui, avec l'invention de lances à propulseurs, d'outils à propulseurs qui permettaient de chasser de plus loin, mieux, et d'être en meilleure sécurité, donc au final de capturer mieux d'énergie, plus d'énergie dans de meilleures conditions. Et il y a eu le harpon, un peu plus tard, pas là, mais un plus tard, l'arc, etc. Donc quantité d'outils qui ont permis de garantir une meilleure alimentation, une meilleure capture d'énergie, ou aussi une meilleure défense contre le fait que nos prédateurs nous enlèvent notre énergie, nous mangent. D'accord? Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'énergie, il faut en obtenir, puis il faut éviter d'en perdre. Okay.
Parce que refaire des enfants, c'est une dépense énergétique, donc moins on en perd, et mieux on sécurise la population. Vous comprenez, il y a toujours ce rapport entre prédation et reproduction, évidemment. Donc un plateau a été s'est stabilisé à peu près entre moins 35 000 et l'apparition de l'agriculture, progressivement, puis avec une accélération, et on est passé ensuite de 5 à 6 millions à 200 millions. Je fais rapidement parce que c'est quelque chose que vous pourrez retrouver dans nos interventions, et notamment pas les miennes. 200 millions en l'an 1, et puis 500 millions autour du XVIe siècle. Aujourd'hui, vous le savez, 8 milliards, pardon. Et vous voyez que cette accélération, à chaque fois, elle s'est faite grâce à des acquis techniques qui ont permis quoi? Une meilleure capture d'énergie dans le milieu. Je passe rapidement, mais l'agriculture, les moulins progressivement qui ont optimisé l'assimilation de l'énergie en permettant de moudre le grain à eau et à vent, on y reviendra. Et bien sûr, la grande accélération finale avec la découverte, entre guillemets, mais on y reviendra, ou en tout cas l'utilisation des hydrocarbures pour alimenter nos sociétés. Très bien. Donc nous sommes cette espèce qui, progressivement, peut-être même bien avant, ce graphe, Sapiens est âgé de 300 000 ans, a acquis des capacités techniques et cognitives et sociales qui lui ont permis de mieux capturer l'énergie dans son milieu et de croître sur le plan quantitatif, démographique, et d'améliorer ses conditions de vie. Donc, de défendre sa sécurité, sa santé et son alimentation mieux que les autres êtres vivants autour de cette espèce, autour de notre espèce. Et là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous savez que cette amélioration de ces conditions en son sein ont eu pour résultat la détérioration progressive et en accélération du milieu, puisque l'énergie, on la prend dans le milieu, et qu'en plus, on y jette des déchets une fois l'énergie consommée, et c'est le cas pour les hydrocarbures. Donc c'est ce que j'appelle le dérégulocène. Alors vous entendez souvent parler de l'anthropocène, du capitalocène, de l'anglocène, du plantationocène, je crois que ça se dit comme ça. Quantité de termes en scène qui désignent de façon plus ou moins idéologique ou plus ou moins fidèle aux strates géologiques, qui désignent des périodes à partir desquelles on voit vraiment une transition observable dans les couches géologiques ou dans l'atmosphère, mais vraiment au niveau planétaire. Et bien sûr, il y a débat, débat scientifique pour définir la date et les raisons de cet anthropocène. Je propose moi un dérégulocène parce que ça me semble être plus fidèle à une histoire longue et moins anthropocentrée pour le coup, parce que le dérégulocène, c'est vraiment cette propriété pour moi de déréguler l'exploitation des ressources, dont l'énergie et les matières premières, les ressources en général, l'énergie et les végétaux ou les minéraux dans notre milieu, déréguler cette exploitation, c'est-à-dire le faire plus et mieux que les autres espèces dans le même écosystème. C'est ce que j'appelle vraiment un dérégulocène. Ça ne veut pas dire qu'avant, tout est régulé, il n'y a pas de régulation, on pourrait parler plutôt d'autorégulation, le vivant s'autorégule. Et nous, dans cette autorégulation du vivant avec lui-même, nous aurions, c'est une hypothèse de travail, déréguler les flux de ressources dans notre intérêt. Donc ce dérégulocène serait apparu progressivement, peu importe la date, mais dès qu'on aurait observé que là où se trouvait une communauté d'êtres humains, le milieu se trouvait moins bien, on pourrait dire que là, il y a un commencement de dérégulocène, avec des accélérations, comme on l'a vu, et peut-être une version finale du dérégulocène où on ne s'occupe même plus tellement de savoir comment se porte la nature, ou en tout cas, on commence à se réintéresser à l'état de la nature depuis qu'elle nous renvoie des signaux qu'elle va si mal qu'elle nous fait du mal. Vous voyez, c'est assez récent finalement. Mais jusque dans les années 60-70, on s'en fichait complètement. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas, sauf que tout le monde n'était pas vraiment directement informé. Je vous conseille un livre de Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, je crois, Les révoltes du ciel, qui montre que en fait, la connaissance du risque d'effondrement écologique était présente chez les élites intellectuelles et politiques dès l'après-Révolution française, en France et en Grande-Bretagne, et que cette connaissance-là a même servi et motivé la colonisation qui allait suivre le développement des républiques, etc., après la Révolution française. Donc oui, la connaissance sur la dégradation de la nature, c'est quelque chose qui est omniprésent, mais pas forcément très populaire, et souvent dissimulé derrière des récits qui transforment, qui occultent, qui métaphorisent le rapport à la nature. C'est l'objet d'autres conférences que j'ai pu faire. On pourrait dire que tous les récits, les grands mythes, même les plus anciens, bibliques ou mythologiques, antiques, etc.,
sont porteurs de la définition d'un rapport à la nature, d'une ontologie propre, mais qu'on ne le voit pas forcément très clairement et que ça nécessite une interprétation, une traduction. Voilà. Donc, ce rapport à l'énergie, il a, je vous l'ai dit, des effets sur le réel, et nous consommons évidemment beaucoup d'hydrocarbures. Et ces hydrocarbures, c'est vraiment notre problème majeur. Et est-il en passe de se résoudre? Vous le savez? Non, pas vraiment. Alors, là encore, je ne voudrais pas m'attarder trop sur ces éléments que vous trouverez bien mieux décrits par exemple, Jean-Marc Jancovici, mais bien d'autres intervenants dans les grands médias et même parfois sur les plateaux de télé en direct. Il y a même une tribune radio tous les samedis matins, je ne sais plus sur quelle radio, puis je ne devrais pas en parler de toute façon. Donc, en tout cas, sachez que Jean-Marc Jancovici est vraiment présent, et tant mieux, à bien des égards, pour expliquer l'état des lieux et quelques perspectives, même si je pourrais être en désaccord sur certains de ses points de vue, mais en tout cas, son travail pédagogique est indispensable. Et lui, par exemple, fait, ou Greg de Temerman, dont je pourrais vous recommander de suivre les travaux sur LinkedIn ou autre, évoque notre rapport au charbon, qui est celui-ci pour l'avenir, en tout cas pour l'étude que je cite ici. Vous voyez qu'il y a 3 scénarios. En gris, c'est les centrales en construction aujourd'hui, et ça nous mène à 2080, éventuellement plus de centrales en construction, mais quand même des perspectives pas très engageantes. En rose, c'est ce qu'il faudrait faire pour rester sous les 2 degrés, et en bleu, ce qu'il faudrait faire pour rester sous les 1,5 degrés. Dans tous les cas, si on veut rester en dessous des 1,5 degrés, il faudrait tout fermer avant 2040. Bon, c'est vraiment un objectif qui semble en tout cas difficile à atteindre. On n'est pas sur des perspectives, contrairement à ce qu'envisage la transition énergétique, où on arrêterait de déployer ces infrastructures qui émettent du CO2 considérablement. On n'est pas sur ces perspectives-là. On sait ce que ça fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pas du tout de réduction des émissions, à peine parfois une décélération de l'accélération, ou un ralentissement de l'accélération, ou de l'augmentation si vous voulez. Mais on continue à voir la quantité de CO2 dans l'atmosphère augmenter drastiquement. C'est aujourd'hui la valeur de 417 ppm.19 qu'on trouve dans l'atmosphère, et avec une augmentation considérable chaque année, sans ralentissement vraiment notable. Sachant que si on arrive à un plateau stable et qu'on continue à émettre, les problèmes ne s'arrêtent pas, et qu'il faudrait vraiment ne plus du tout émettre rien, aucune molécule de CO2, pour que, après quelques années, le climat commence à s'arrêter de se réchauffer et ensuite légèrement se refroidir. Mais il faudrait que notre activité s'arrête d'un coup, sans plus aucune émission de CO2. On en est loin. Et puis, vraiment, je passe vite sur ces éléments parce qu'il y a suffisamment de matière par ailleurs. Et puis, ce n'est pas l'objet que je veux traiter avec vous aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez vu cette animation, mais je pense qu'elle illustre bien ce qu'on a vécu cet été, et je tiens à vous la montrer pour un aspect méthodologique assez important. Cette animation montre le décalage vers la droite de cette moyenne de température, et ce qui est important, c'est ce décalage à la moyenne. Au fil du temps, le réchauffement climatique montre que, bien sûr, la moyenne de température planétaire augmente, on est à 1 degré et quelques au-dessus d'il y a 150 ans. Mais ce n'est pas tellement ça qui nous inquiète aujourd'hui, ce sont les écarts à la moyenne. Donc lorsque cette courbe évolue dans le temps, en fait, elle se décale vers la droite, il y a toujours des températures extrêmement basses, donc la moyenne continue à avoir des extrêmes bas, mais surtout, les extrêmes hauts sont de plus en plus fréquents. Et ces extrêmes hauts, c'est ça qui est important à retenir, ils augmentent plus vite que la moyenne de température. Donc le réchauffement climatique a une cadence d'augmentation qui est
lié à la quantité de CO2 dans l'atmosphère, mais le réchauffement climatique devient de plus en plus chaotique. Et chaotique pas du bas vers le haut, mais favorablement vers le haut. C'est-à-dire que les températures extrêmes, surprises, qui sont peu prédictibles et très au-delà de ce que l'écosystème naturel est capable de supporter, par exemple, ou de ce que produit l'atmosphère d'habitude, il y en a de plus en plus. C'est typiquement ce qu'on a observé cet été en France, où les extrêmes tutoient des températures, mais même inconcevables, il ne serait-ce que 10 ou 15 ans ou 20 ans, on ne pouvait pas même les imaginer. Et ces extrêmes-là vont devenir, non pas une norme, mais de plus en plus réguliers, chaque été, en Europe en particulier. Vous savez, peut-être vous l'avez remarqué, que ce qu'on a observé cet été en Europe est une tendance, c'est-à-dire que l'Europe est plus exposée que l'ensemble du continent eurasiatique au réchauffement climatique, pour des tas de raisons que je ne pourrais pas vous expliquer là. Mais nous allons subir en Europe plus d'effets du réchauffement climatique que la moyenne continentale. C'est ce qu'on a observé cet été. Et ça, sur le plan méthodologique, c'est très important parce qu'on va parler de la capacité à parler de l'avenir pour l'humanité. Et on va revenir à la transition énergétique. Pour pouvoir parler de l'avenir de façon relativement sûre et solide, comme le proposent par exemple les climatologues qui travaillent pour le GIEC, ou le GIEC lui-même, ou les économistes, ou les politiques, en fonction des groupes auxquels ils appartiennent, tous essayent de parler de l'avenir. Et il faut le faire, ils ont raison. Simplement, parler de l'avenir dans un contexte où cet avenir devient de plus en plus chaotique, ça oblige à distinguer deux choses, c'est-à-dire l'évolution des moyennes, pour lesquelles on peut avoir une trajectoire, on peut avoir des estimations à peu près fiables, et sur cette moyenne-là, personne n'a fait d'erreur majeure, en tout cas pas le GIEC, tout le monde a fait exactement ce qu'on observe, et le réchauffement en tant que tel ne va pas beaucoup plus vite que les scénarios qui inquiétaient déjà il y a quelques années. En revanche, ce qui s'accélère plus que ça n'était prévu, ce sont les extrêmes, c'est-à-dire les événements peu probables, mais extrêmes, et qui finissent par devenir de plus en plus fréquents, alors que les modèles avaient du mal à les prédire. Et on a un gros problème pour l'estimation de ce qui est possible dans l'avenir ou de l'ampleur des dégâts. Et vous avez vu cet été qu'une étude est sortie sur les tipping points, c'est-à-dire ces points de bascule, qui sont en fait plus grands, c'est-à-dire que par exemple les effondrements des grands glaciers qui vont faire monter les eaux, les effondrements des écosystèmes, les effondrements du circuit de l'eau d'une façon générale, c'est un petit peu ce qu'on observe déjà en Europe malheureusement, tous ces effondrements, ces points de bascule, il a été montré, ou en tout cas de plus en plus d'études tentent à dire qu'on les a très mal estimés et qu'ils deviennent de plus en plus probables. Mais en fait, il y a une certaine cohérence, et on va essayer de préciser ça. C'est que, vous savez, on a dit tout à l'heure, certains éléments, lorsqu'ils s'assemblent, acquièrent des propriétés qui ne sont pas contenues dans les éléments. C'est le principe de la complexité. La théorie de la complexité dit que un organisme vivant, c'est fait d'éléments finalement assez basiques, pas une quantité infinie, toujours les mêmes. Et puis quand on les met ensemble avec de l'énergie, pas nous, mais quand la nature les a mis ensemble avec de l'énergie, ça fait des choses extrêmement complexes dont on ne comprend pas le fonctionnement interne. Ça, c'est très important. On ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est un peu pareil pour le climat. C'est quelque chose. La biosphère, c'est un système extrêmement complexe qui est fait de tendances, mais qui est fait aussi de micro-événements qui ont tous des interactions entre eux et potentiellement des interactions qu'on ne peut pas comprendre parce qu'elles sont plus complexes que tous les modèles qu'on ne pourra jamais prédire. Et en fait, si les scénarios climatiques nous orientent vers les trajectoires que le monde semble suivre, les extrêmes, eux, semblent suivre des trajectoires qu'on est incapable d'estimer. Or, les assemblages de ces événements rares mais extrêmes, comme par exemple sécheresse en France, canicule marine, forêt qui brûle, émanation de méthane, surprise, pas prévue, ou qui accélère d'un coup, ou alors rupture d'un immense glacier comme Thwaites, avec une accélération de la montée des eaux rapide. Tous ces éléments qui sont isolément déjà en soi des points de bascule, une fois mis ensemble, c'est trop complexe. On ne peut pas du tout savoir ce que fera l'atmosphère ou ce que fera la biosphère avec ces éléments mis en synergie. Donc vous voyez que là, on a un problème, à mon sens, méthodologique important, qui ne relève pas de la qualité du travail des scientifiques,
qui relève, à mon sens, plus de la communication sur le travail des scientifiques. Et c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que les scientifiques font ce qu'ils peuvent, et au mieux avec le matériel technique, les méthodes, les savoirs, les connaissances, les calculs, ils font très bien. Mais il y a des choses qui intrinsèquement leur échappent. Et pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté ou de mauvaise foi, c'est parce que la nature est trop complexe pour être comprise par l'humain. D'accord ? Donc je vais me remettre en mode... Vous retrouvez le PowerPoint ? Voilà, très bien. Et nous en arrivons donc à la fameuse transition énergétique, qui, elle aussi, interroge sur des aspects à la fois méthodologiques et communicationnels. C'est-à-dire que, là, je vous ai dit, très fréquemment, on alerte le public sur les risques écologiques à partir des moyennes climatiques. Et tout le monde s'interroge sur les 2 degrés ou les 1,5 ou combien de degrés il fera en 2100. En fait, on s'en fiche. Ou on s'en fiche pas totalement, mais c'est pas ça qui nous inquiète le plus. Ce sont ces tipping points, c'est-à-dire à partir d'un certain niveau d'augmentation de chaleur dans l'atmosphère, il peut se passer des assemblages d'événements dispersés, chaotiques, extrêmes, qui font qu'il y a un grand point de bascule totalement invisible par les modèles. D'accord ? Eh bien, la transition énergétique, elle aussi, alors, je termine là-dessus, cependant la communication scientifique et la communication dans les médias traitent moins ces tipping points. Alors il y a aussi une autre étude cet été qui s'appelle Climate Endgame, dont je vous recommande la lecture, qui fait le bilan critique, c'est une étude qu'il faut vraiment lire dans le détail, qui fait le bilan critique non pas d'une euphémisation volontaire, mais d'une tendance à la relativisation, si on peut dire, des risques par l'ensemble de la communauté scientifique et des communicants sur le climat, pour des tas de raisons, politiques, économiques, d'influence éventuelle, méthodologique. C'est très important, c'est-à-dire que méthodologiquement, il y a des limites, on ne peut pas tout connaître. Donc, cette étude, Climate Endgame, fait le point sur ce qu'on peut et qu'on ne peut pas connaître, et sur la prudence à avoir dans la communication. Parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne peut pas dire qu'on maîtrise, par exemple, l'avenir climatique. Personne ne peut se permettre de dire ça aujourd'hui. Et pourtant, on l'entend fréquemment. Et alors, elle aussi, cette transition, elle oscille entre des problèmes méthodologiques, à mon sens, et des problèmes de communication. Et j'aime beaucoup cette phrase de Richard Feynman qui dit « Pour qu'une technologie réussisse, la réalité doit précéder sur les relations publiques, car la nature ne peut pas être dupée. » Cette phrase, en fait, elle résume ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait, le consensus, c'est la nature, si vous voulez, c'est ce qu'on peut connaître de mieux par rapport à ce qu'est la nature, c'est le consensus scientifique qui pourrait être amélioré, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, il y a des choses qui sont solides. Et par contre, la communication, les relations publiques ont tendance à affirmer des choses qui ne font pas consensus en appui sur de la recherche. Alors ça, je le précise maintenant, même si je pourrais en parler plus tard. La communication scientifique sur l'écologie, mais sur quantité d'autres questions, a parfois tendance à appuyer des affirmations sur de la recherche scientifique. Et cette recherche est parfaitement scientifique. Donc, par exemple, on a parlé de liberté et de libre arbitre tout à l'heure. Il y a des auteurs parfaitement respectables qui ont le droit de dire dans leurs travaux « Moi, je pense que l'humanité est libre et capable de s'autodéterminer. Et regardez, j'ai fait une recherche scientifique qui dit ça. » Il a le droit de dire tout ça. Il a un point de vue, il a posé une hypothèse, il a fait une recherche scientifique, avec la méthode scientifique, qui lui permet de dire moi je pense, et j'ai envie de penser que l'humanité est libre. Il a le droit de dire ça. Il n'a pas le droit, entre guillemets, bien sûr il a le droit, je ne peux pas l'empêcher, mais il ne devrait pas pouvoir dire, sur le plan scientifique, la science a dit que l'humanité était libre, et dotée de libre arbitre et dotée d'autodétermination. C'est pas le cas. La science n'a pas dit ça. Pas de consensus là-dessus. Il y a de la recherche scientifique, mais ce n'est pas ce que dit la science. Vous voyez ? Et cette frontière-là est très rarement conservée dans la communication scientifique. Pourtant, elle est essentielle pour protéger la science, qui doit elle-même faire la distinction entre ses recherches et ce qu'elle sait. C'était ce que rappelait Richard Feynman. Et alors voilà, les énergies dites de substitution, je vais vous proposer une définition pour qu'on avance un petit peu sur ce sujet, sur la transition énergétique. Ne lisez pas fort, je vous laisse lire, mais on en reparle juste après.
je reconnais ne pas toujours écrire de façon très claire. Mon objectif ici, c'était de définir un terme que j'utilise qui provient des ENR. Les ENR, c'est souvent ce qu'on qualifie d'être des énergies dites renouvelables, les énergies renouvelables. Et puis moi, j'ai besoin de qualifier les infrastructures qui comprennent les énergies renouvelables, donc les éoliennes et les panneaux photovoltaïques essentiellement, et le nucléaire. Parce que c'est une catégorie pour moi qu'il me paraît très intéressant de traiter comme un ensemble, parce qu'elle est traitée comme un ensemble pour les ambitions de transition énergétique, c'est-à-dire que cette transition énergétique s'appuie sur ces technologies. Il y a débat sur ce qu'on préférerait pour la transition énergétique, plutôt des énergies renouvelables ou plutôt du nucléaire. Certains disent les deux, mais en tout cas, elles ont toutes un point commun, c'est que ce sont des infrastructures qui sont censées décarboner nos économies. C'est ça leur point commun. Okay, des infrastructures qui vont capter de l'énergie dans le milieu, en espérant qu'en captant cette énergie dans le milieu, on réduise les émissions de CO2. Et je vais essayer de vous montrer que, je pense que, comme on l'a dit jusqu'à présent, méthodologiquement et sur la communication, il y a probablement certains problèmes. Ici, alors, j'ai publié en octobre 2021 un petit livre qui s'appelle « L'énergie du déni », dans lequel je traite quelques points que je vais vous énoncer ici. Et j'évoque l'éventuel risque que le développement des ENS, donc des énergies dites de substitution, les éoliennes, photovoltaïques et nucléaires, en fait, au lieu d'empêcher les émissions, au lieu d'empêcher les investissements dans les hydrocarbures, au lieu de les empêcher, finalement, ça participe à l'économie comme n'importe quelle industrie, et que ça aide aussi, quelque part, l'humanité à financer l'extraction des hydrocarbures. J'ai quelques éléments dans le livre lui-même, mais je vous propose de lire ces deux ouvrages. Donc, l'illusion de la finance verte et la croissance verte contre la nature. Il y en a d'autres qui sont sortis depuis et que je n'ai pas encore consultés, mais ceux-ci sont déjà de très bonnes analyses pour montrer qu'en fait, en gros, les systèmes financiers s'arrangent très bien de l'économie verte. Il n'y a pas de souci pour transférer la valeur d'investissement d'un côté censé être vert de l'économie jusqu'à un autre qui est franchement sale. Voilà, donc je ne vais pas beaucoup plus loin aujourd'hui sur ce point. Mais je vais plutôt traiter d'un aspect technique de la transition énergétique pour montrer à quel point finalement on ne l'observe pas et qu'il y a des raisons concrètes sur le terrain pour lesquelles on n'observe pas de transition énergétique aujourd'hui. Alors ici, vous avez un exemple de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques installés sur un site d'exploitation du pétrole. À quoi ça sert? Je vous pose la question. Bon, évidemment, pour extraire du pétrole, alors, il y a 150 ans, pour extraire le pétrole, il suffisait de faire un tout petit trou au milieu des États-Unis et il jaillissait tout seul. Parce qu'il était encore sous pression, pas exploité. Enfin, c'est une image, mais c'est presque vrai. Il y avait des nappes de pétrole qui suintaient sur le sol américain et dans d'autres pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il est profondément enfoui, donc il faut le pomper maintenant. Il faut le pomper, donc il faut de l'énergie. On parlera tout à l'heure du taux de retour énergétique. Il faut le pomper. Simplement, on ne va pas aller extraire du pétrole en consommant des hydrocarbures. Enfin, bien sûr, on l'a fait jusqu'à présent. Mais c'est assez intéressant pour les industriels de ne pas utiliser les hydrocarbures. Alors d'une part, parce que c'est un peu absurde, y compris pour eux, parce que c'est un circuit fermé, mais en fait c'est intéressant sur le plan économique et technique. On va préciser ça. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, les infrastructures censées être vertes sont directement installées sur des sites d'exploitation de pétrole pour exploiter du pétrole. Alors quand j'ai écrit l'énergie du déni, ce projet n'était pas finalisé, c'était un projet d'installation d'éoliennes offshore, éoliennes flottantes pour alimenter des installations pétrolières et gazières en mer du Nord. C'est fait. Voilà. Donc c'est en cours. Ça va être, je crois que c'est déjà, les premières éoliennes sont déjà branchées. C'est-à-dire que là, il y a des raisons économiques et techniques évidentes, notamment techniques, parce que les plateformes sont en mer, donc les alimenter, c'est pas simple. Donc il vaut mieux mettre
quelques éoliennes pas trop loin, pour que l'énergie soit disponible à la fois à moindre coût, parce que c'est largement subventionné. Alors, les livres précédents vous montreront à quel point les énergies vertes sont subventionnées, y compris dans ce contexte-là. Ou en tout cas, il y a détournement possible des quotas carbone, je ne fais pas un dessin, via les marchés carbone, pour les industriels, pour s'arranger et obtenir de quoi financer des énergies vertes, et ils le font. Et là, vous voyez qu'il y a un soutien des technologies dites vertes pour les technologies franchement sales. Ici, vous avez un dessin, hein, c'est une image d'une vision d'artiste, d'un petit SMR ou PRM. SMR, c'est Small Modular Reactor, ou PRM pour réacteur nucléaire modulaire. Ce sont des petits réacteurs nucléaires qui ont la capacité, qui sont déjà mobiles, comme on peut le voir sur cette image. Alors ça n'existe pas encore, ce sont des prototypes tous, ça n'existe pas encore. En revanche, il y a plein d'usages possibles pour ces petits réacteurs nucléaires. C'est bien sûr pour l'alimentation en électricité civile de population, donc il y a des projets, mais beaucoup de discussions pour des raisons techniques, de sécurité. Ça n'est pas acquis que ça se fasse. En revanche, aux États-Unis et au Canada, il y a un très fort lobbying pour le développement de ces petits réacteurs modulaires, pour l'installation, en particulier au Canada, sur des sites dans la plaine de l'Alberta d'exploitation du pétrole. Parce que sur des grandes étendues territoriales où les sites sont dispersés, on ne peut pas amener par camion du fuel ou tirer des lignes électriques, donc c'est bien d'avoir de l'énergie sur place. Et il en faut beaucoup. Donc les petits réacteurs, ce serait très commode. Et donc là, aux États-Unis, ces SMR ont obtenu une certification, donc ça avance. On va peut-être passer à l'échelle industrielle, et en tout cas, le lobbying est très intense au Canada pour la production de ces petits sites, de ces petits systèmes de production d'énergie, mais pas pour le civil, hein, pour les plaines de l'Alberta, pour le pétrole. Et alors, ici, vous avez une illustration de ce qu'est la récupération assistée de pétrole. Est-ce que vous savez ce que c'est, la récupération assistée de pétrole ? Donc là, je le disais tout à l'heure, le pétrole, on a de plus en plus de mal à le sortir du sol. Il est profond, il est enchâssé dans diverses roches ou sables. Et puis, il est aussi dans un état moins fluide. Voilà, ce sont des pétroles de moins bonne qualité qu'on va chercher. Et on en a besoin. Donc on va tout faire et on fait tout pour aller les chercher. Donc la récupération assistée de pétrole, ça consiste en l'injection d'un fluide chaud ou d'un gaz chaud, autant que possible, pour mettre de la pression dans les nappes et fluidifier les produits qui s'y trouvent. Et ici, vous avez un schéma qui montre comment, avec une tour à concentration d'énergie solaire, donc énergie verte, on chauffe de l'eau qui est injectée dans les nappes de pétrole, qui donc permet de sortir un composite d'eau et de pétrole. On sort cet ensemble d'eau et de pétrole, on sépare l'eau et le pétrole, bien sûr on utilise le pétrole, on réinjecte, on va réchauffer l'eau avec l'énergie du soleil, et on la réinjecte dans le sol en circuit, plus ou moins fermé, parce que ça consomme évidemment beaucoup d'eau, le circuit ne peut pas être totalement fermé. Et au final, finalement, avec cette eau chauffée grâce au soleil, on a sorti plus de pétrole du sol que si on n'avait pas utilisé l'énergie du soleil, l'eau chaude, pour sortir ce pétrole. Donc là, on commence à voir arriver ce que j'appelle moi un renforcement synergique des énergies, c'est-à-dire qu'on utilise de l'énergie censée être verte, non pas pour aider un peu l'exploitation du pétrole, parce qu'elle est, elle a juste besoin d'énergie, mais c'est vraiment pour sortir plus que ce qu'elle aurait sorti si ces énergies n'étaient pas disponibles. Et ça se mesure. C'est pour le pétrole de schiste, ça ? Oui. C'est à chaque fois que le pétrole est difficile à sortir, mais en fait ils vont tous devenir très difficiles à sortir, donc ces systèmes-là, je ne suis pas spécialiste, mais ces systèmes-là ont tendance à se multiplier, et c'est justement ce que j'allais vous dire. La récupération assistée de pétrole, dans un rapport qui a été publié le 1er septembre, il se trouve que les 3/4 des infrastructures, alors, une petite précision, là on parlait de l'eau, qui sert à augmenter la pression dans les nappes pour sortir du pétrole, mais on injecte aussi du gaz, je l'ai dit tout à l'heure, et du CO2 en particulier. Donc, il existe des systèmes de capture du CO2, d'accord, dans l'atmosphère, plus ou moins performants. Ils sont en développement. Il y en a de plus en plus autour de la Terre. Il a été dit donc par cette étude du 1er septembre 2022
que les 3/4 des infrastructures de capture du CO2 servent à injecter du CO2 dans les nappes de pétrole afin d'en extraire plus. Donc voilà où se trouvent les technologies aujourd'hui qui sont censées, d'une façon ou d'une autre, réduire nos émissions de CO2. C'est pas... Alors, c'est sorti le 1er septembre, moi j'avais posé l'hypothèse d'un renforcement synergique par injection de pétrole dans les nappes, il y a donc presque 2 ans, puisque, et même plus que ça, j'avais posé l'hypothèse du renforcement synergique en 2015. Et je n'avais pas beaucoup de matériel pour confirmer cette hypothèse. Malheureusement, ce matériel-là, il arrive. Il arrive en même temps que les émissions de CO2 ne réduisent pas. Donc je pense que cette hypothèse, peut-être qu'elle sera révoquée, et je le souhaite, mais pour l'instant, 3/4 des systèmes de récupération du CO2 dans l'atmosphère qui servent à augmenter la production de pétrole, ça n'a pas de sens au sens écologique du terme, on comprend bien. D'accord ? Mais c'est très important de voir que c'est ça l'actualité des mix énergétiques actuels. Autre exemple un peu absurde, le port de Newcastle en Australie, qui est le plus grand port charbonnier du monde, c'est un port, hein, c'est pas, on n'exploite pas directement du charbon, là, hein, mais il promet d'être alimenté à 100% par des énergies vertes en 2040. Et c'est très bien. En fait, il ne faudrait pas qu'il y ait ce port. Il faut arrêter aujourd'hui la production et la consommation de charbon. Donc vous voyez comment l'industrie des hydrocarbures utilise de multiples façons l'industrie verte, à la fois sur le plan technique, alors on l'a dit tout à l'heure sur le plan économique, mais aussi sur le plan technique, et puis de l'image. Parce que là, le port, là, ce n'est pas des quantités astronomiques d'énergie dont il a besoin. Mais par contre, pour l'image, c'est considérable. L'image d'un port de transport du charbon qui est vert, bah ça y est, le charbon est vert. Il n'y a plus qu'un glissement sémantique et c'est fini. Alors, encore une fois, cette hypothèse, moi je préférerais qu'elle soit réfutée, et on pourrait se dire que c'est très marginal et qu'il n'y a pas de franc intérêt des industriels à utiliser ces énergies, qu'ils hésitent, qu'ils font des calculs, et puis qu'ils arrêteront un jour parce que vraiment c'est trop grave et les émissions de CO2, ça ne va pas. Et en fait, il faut aller lire les articles qu'ils publient eux-mêmes ou sur leur site, les sites industriels qui défendent les industries en général et les industries des hydrocarbures en particulier. Donc sur PowerMag, le site PowerMag par exemple, on défend la synergie entre les énergies vertes et l'exploitation des énergies fossiles, parce que les énergies vertes, elles sont de moins en moins chères. Alors on verra comment la tendance évolue avec la crise, la complexité de la situation géopolitique aujourd'hui, mais en tout cas tendanciellement les énergies vertes, leur prix a baissé, donc c'est très intéressant pour les exploitants du fossile, parce qu'ils ont moins de coûts de fonctionnement sur site. D'accord ? Ce sont aussi des infrastructures fiables, c'est-à-dire qu'un générateur thermique, globalement, c'est moins fiable que des panneaux solaires. Donc ils préfèrent installer des panneaux solaires sur certains sites, parce que aller entretenir un générateur thermique ou remettre du fuel pour le générateur thermique à côté du site d'exploitation, c'est plus contraignant que de mettre des panneaux solaires. Donc ça réduit de 3 à 4 visites par mois Voilà, ça réduit les visites par exemple à 3 ou 4 par mois au lieu d'un temps de permanence humaine sur site. Il y a moins d'humains sur site, donc ça coûte moins cher. Voilà, depuis qu'ils ont installé des batteries solaires sur certains sites, le temps de fonctionnement est 99,9%, donc c'est parfait. Hein. Il vaut mieux que ça tourne en permanence les systèmes d'extraction de pétrole. Donc dans l'ensemble, les coûts de maintenance sont plus faibles. Alors, dans l'ensemble, c'est peu coûteux, c'est facile à installer. Alors ça, c'est un critère aussi pour les industriels. C'est facile à installer parce que, étant donné que les pétroles, ou le charbon ou le gaz, mais là essentiellement le pétrole, sont de plus en plus difficiles d'accès, il faut aller forer dans des endroits très reculés. Et encore une fois, amener de grosses infrastructures de génération d'énergie sur des sites reculés, c'est contraignant. Donc des panneaux solaires ou des petites éoliennes, c'est parfait, ils le disent. C'est facile à installer. C'est résilient, alors ça c'est très important. Pour eux, c'est résilient. Parce qu'il y a moins de maintenance. Et puis quand il y a de la maintenance, c'est tout simple en fait. On remplace un panneau solaire, on vient avec ça sur le pick-up et c'est vite fait. Donc c'est résilient, ça marche bien. Et ça se remet très vite en état. C'est portable, voilà, donc ça se déplace facilement. Et surtout, dans les arguments qu'ils donnent, c'est propre. C'est écrit, je veux dire, ce sont des sites de défense ou de promotion pour leurs clients, de l'industrie, des hydrocarbures. Et ils disent que c'est propre, donc c'est parfait. Voilà, donc l'avenir pour eux est à la flexibilité. Et sans être
je vais être à la fois taquin et désolé. La flexibilité énergétique, les systèmes énergétiques résilients, au cœur d'un développement résilient, c'est ce qui est, à mon sens, malheureusement écrit dans les derniers rapports du GIEC. C'est-à-dire qu'on est loin, à mon sens, de ce que devrait être une vraie transition énergétique ou substitution énergétique, dans le sens où, avec cette terminologie-là, on donne de très mauvais signaux à l'industrie. Parce que s'il est écrit dans ces rapports-là que les systèmes doivent être résilients et quelque part polyvalents, il n'y a pas de raison que les industriels n'utilisent pas tous les moyens à leur disposition pour faire ce qu'ils font déjà finalement, c'est-à-dire renforcer la stabilité, la résilience et le développement, puisque les scénarios, et on va y venir, les scénarios du GIEC sont tous écrits sous l'axe du développement. Donc on a un développement résilient avec une forme de flexibilité énergétique, tout mode de production confondu. Et alors on arrive à un point critique, c'est parfait, on est à peu près dans les temps, qui rejoint l'introduction de mon intervention où je vous ai rappelé ce qui était de l'ordre du consensus en sciences et ce qui est de l'ordre de la recherche et puis encore de l'ordre de la communication. Alors, je pardonnerai cette boutade sur le fait qu'on n'ait plus de pétrole mais qu'on se fasse des idées. Je pense que c'est le cas aujourd'hui. On est en train d'utiliser, à mon sens, le matériel scientifique qui, comme je l'ai dit, fait ce qu'il peut à juste titre, et il a raison d'explorer le réel avec les outils méthodologiques de quantification, de normes, d'estimation, de scénarisation, de simulation. Les sciences ont raison de faire ça. Mais tirer les fils de la recherche pour dire l'avenir se passera de telle ou telle façon, c'est pour moi extrêmement risqué. Et en fait, il faut bien comprendre, comme le disait George Box, statisticien, que par définition, tous les modèles sont faux. Et c'est très important. Tous les modèles sont faux. Il n'y a pas un modèle climatique, en l'occurrence, qui soit fidèle, qui puisse être fidèle à l'avenir du climat. D'une part, parce que, moi je ne sais pas vous, mais il ne m'est pas possible, comme à aucun être humain, de prédire l'avenir. Voilà. Et cet avenir-là, on peut en estimer l'évolution, comme on le disait tout à l'heure, mais avec un delta, une marge, avec des possibles en plus et des possibles en moins. Et d'ailleurs, les scénarios du GIEC sont clairs là-dessus. Il y a une trajectoire moyenne, et puis il y a un pire et il y a un meilleur. C'est parfait. Il n'en reste pas moins qu'il reste intrinsèquement faux. Il n'est pas possible de dire ces scénarios-là vont se réaliser. D'accord ? Donc, pour évoquer Popper, il faut les considérer comme faux. C'est ça, en fait, que doit dire la science par rapport à ces modèles. Ils sont faux, mais ils sont utiles. Comme disait Box. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. On n'a que ça comme matériel. Donc, ce sont des outils à la prise de décision. Mais il faut toujours se rappeler que ce ne sont que des estimations sur l'avenir. Okay ? Donc, les modèles, les scénarios, les simulations, autant pour le climat que pour la transition énergétique, doivent être pris avec d'immenses précautions, doivent être considérés avec d'immenses précautions. À plus forte raison, oserais-je dire que tout ce qu'on observe de prescription qui est issu du matériel scientifique, aujourd'hui s'avère être faux. Aujourd'hui, chaque jour qui passe s'avère être, sinon contredit, ou en tout cas titillé sur le pire de chaque modèle. J'en reviens à cette étude, j'ai pas les auteurs mais je pourrais vous donner la référence, Climate Game, qui s'inquiète du fait qu'on a sous-estimé les risques dans les modèles, dans le matériel scientifique. On a sous-estimé, il s'en inquiète et il propose que pour des raisons éthiques et méthodologiques, on ouvre des champs de recherche sur les pires scénarios, dédiés aux pires scénarios. Parce que le réel a tendance à s'orienter vers les pires scénarios. Okay. Donc, il y a des problèmes intrinsèques aux modèles, aux scénarios et aux simulations. Je vais en lister quelques-uns. Il est impossible de faire tenir toute la complexité du réel dans les modèles. En fait, cette chose triviale que je vous dis là devrait être acquise. Et ça ne l'est pas.
Karl Jaspers disait en 1950, je vais momentanément mettre mes limites. C'est une citation un peu sortie de son contexte, mais il disait simplement « L'homme ne peut saisir la totalité puisqu'il est à l'intérieur de cette totalité ». Et ça c'est vraiment un point méthodologique important. Il faut s'imaginer que, au-delà de la bonne foi et de la sincérité de tous ceux qui travaillent sur le climat, a fortiori qu'ils sont extrêmement contrariés émotionnellement et qu'ils en souffrent, il est extrêmement important qu'ils ne se disent pas qu'ils peuvent comprendre ce qui va se passer. Parce que s'ils se disent que leur travail, à plus forte raison qu'ils sont motivés par d'excellentes raisons de le faire, permettrait à l'humanité de savoir où elle va, c'est un danger supplémentaire. Parce que augmenter la certitude, une certitude de façon illusoire en fait, pourrait nous faire prendre des directions totalement contre-productives. Oui. L'affirmation récente de Valérie Masson-Delmotte disant que l'un des premiers effets apparents du Covid au niveau mondial est une relative prise de conscience fait qu'il était probable, pas certain, mais qu'il était maintenant probable que l'humanité ne disparaîtrait pas. Plein d'optimisme, évidemment, mais qu'est-ce que tu balayes même cela. Elle a raison de le penser. Elle a raison d'avoir une croyance. D'accord ? Elle a raison, parce que c'est indispensable pour l'humain de se dire qu'il y a des voies ouvertes et positives. C'est pas mon problème, c'est pas ma critique d'aujourd'hui. Elle ne peut pas dire que c'est la science qui lui permet de dire ça. C'est une nuance extrêmement importante. Et oui. Et elle a le droit de le penser. Et puis elle a du matériel scientifique pour le penser. Il y a de la recherche là-dessus. Donc elle a le droit de penser ça, et il faut qu'elle le dise. Il faut qu'à chaque fois qu'elle le dise, c'est mon opinion en fonction de ce que la littérature dit, la littérature scientifique, mais ça ne peut pas être une certitude collective. Ça ne peut pas l'être. A fortiori qu'on a déjà, sinon quelques années, voire quelques décennies de tentatives de prise de conscience, et que cette prise de conscience a été contrecarrée par des oppositions, par exemple, très très fortes, voire de la mauvaise foi, voire du climato-scepticisme, etc. Donc, il se passe quelque chose dans le réel quand les gens prennent conscience. Mais ce qui se passe dans le réel ne veut pas dire que cette prise de conscience change le réel positivement. La science ne peut pas dire ça. Et c'est pas ce qui se passe. Voilà. Alors, dans les modèles, les scénarios et les simulations, le choix des hypothèses et des variables est toujours subjectif. Puisqu'on ne peut pas avoir accès à toute l'information. On ne peut pas connaître tous les paramètres d'évolution de la biosphère. On ne peut pas savoir si, dans X années, les carapaces des crustacés juvéniles aujourd'hui, qui sont déjà fragilisées, ne vont pas être fragilisées à ce point qu'elles s'effondreraient d'un coup, c'est-à-dire que la reproduction de ces crustacés s'effondrerait d'un coup, ce qui est possible, pas certain, mais possible. Ce qui rendrait l'évolution des océans très différente de ce qu'elle est aujourd'hui, un effondrement de la vie, donc un effondrement des capacités océaniques à se stabiliser, en lien avec le climat, etc. Donc ces tipping points-là, je ne parle pas des forêts, je ne parle pas du méthane, tous ces tipping points-là ne sont pas admissibles tous en même temps dans un modèle parfait de la biosphère. Donc comme on ne peut pas intégrer tous les paramètres, on est obligé de faire des choix, et tous ces choix sont subjectifs. Donc, quand on écoute la science proposer des scénarios et des modèles ou des simulations, il faut toujours avoir en tête que tous ont été élaborés à partir d'une sélection, X ou Y, de paramètres qui sont liés au laboratoire, la ligne du laboratoire, les compétences du laboratoire, les outils du laboratoire, etc., etc. Les connaissances, les compétences des personnes, les financements éventuellement. Enfin, il faut prendre tout ça en compte. Et tous ces paramètres-là sont nécessairement subjectifs. C'est pas grave en soi, mais il faut le savoir. C'est ça que je veux dire. Quelque chose de très intéressant, plus il y a de détails dans un modèle, c'est-à-dire plus on ajoute des paramètres, on aimerait par exemple dire on ne peut pas mettre tous les paramètres, mais la science progresse, donc on en met de plus en plus, donc ça va. Et en fait non, parce que le réel est complexe, chaotique, et que plus on ajoute des paramètres, plus chaque paramètre a ses caractéristiques d'évolution propres qui ne peuvent pas être prédites. Donc en fait, chaque ajout de paramètres ajoute du chaos dans le modèle. Et donc un modèle plus complexe est moins fiable.
Et c'est contrariant. Ça veut dire qu'on a pris des décisions politiques, économiques, énergétiques, parfois sur des modèles assez frustes, qui étaient plus performants que des modèles pour définir le réel, parce que les paramètres étaient judicieusement choisis. Alors que si on les avait complexifiés, ils seraient devenus moins performants pour prendre la même décision ou des décisions différentes ou pour orienter la politique ou l'économie. Plus on ajoute des paramètres à un modèle, moins il est fiable. Et ça aussi, il faut le savoir. Plus on avance dans le temps, plus les scénarios seront imprécis, mais ça c'est assez intuitif. Donc, en fait, les scénarios, je reprends une phrase d'un auteur ou de l'autre, François Vanucci ou Philippe Silbertzan, dont j'ai repris les critiques scientifiques nécessaires des modèles et des scénarios qui disent que voilà, les scénarios sont souvent ancrés dans le paradigme actuel de leur concepteur. Donc tous les biais en fait que les scientifiques et les techniciens, les ingénieurs éventuellement, tous les biais qu'ils apportent dans leur modèle, eh bien, quelque part figent les interprétations possibles de ces modèles dans les biais apportés par ceux qui les ont fait. J'espère que ma phrase a été claire. Alors, dans les scénarios de transition énergétique, dont on dispose à foison, il y a beaucoup de scénarios de transition énergétique, plus ou moins nucléaire, plus ou moins énergie renouvelable. Eh bien, vu qu'on ne peut pas tout mettre dans les scénarios, on sélectionne. Et on oublie par exemple, ou on décide par exemple de choix de séquences temporelles. On dit, on va étudier la transition énergétique de là à là, de 2020 à 2050. Et on dit, la transition énergétique est possible, regardez, de 2020 à 2050, ça marche. Et puis après, on ne sait pas. Ça, c'est typiquement un des choix qui peut être fait dans une simulation. Souvent, sinon tout le temps, dans les scénarios, les simulations, les modèles, l'économie est en croissance par défaut. Pourquoi ? Parce que la décroissance est une rupture. Or, les modèles détestent les ruptures. Parce que ça devient, la prédiction elle devient impossible. Il y a trop de paramètres qui changent d'un coup. Donc par défaut, les modèles de transition énergétique sont quasiment tous les modèles de croissance. Et lorsqu'on met de la décroissance dedans, soit on est embêté parce qu'on n'arrive plus à financer la transition, soit elle se fait d'elle-même parce que de toute façon on n'a plus les moyens de financer les hydrocarbures, soit de toute façon on parle d'une réalité qui est fictive. Et quoi qu'il en soit, elle est fictive et d'autant moins fidèle à la réalité que trop de paramètres sont venus rendre la prédiction suffisamment complexe pour être peu fiable. Une rupture dans les prévisions rend les modèles encore plus incertains. On ne prend pas en compte, par exemple, la difficulté à électrifier. Si on ne fonctionne qu'avec du nucléaire ou des éoliennes et des panneaux solaires, il faut transformer toute l'économie. Certains modèles se disent, on fait la transition et on ne regarde pas trop si vraiment il y a une acceptabilité sociale et si on a l'industrie derrière ou les ressources, par exemple. Voilà. Alors, on va avoir des modèles qui ne vont pas tenir compte des ressources et des modèles qui vont tenir compte des ressources. Et le mariage des deux modèles, c'est quelque chose qui n'est pas fait ou qu'il faudrait faire en méta-étude, mais qui ne veut pas dire qu'au final, la transition énergétique sera possible. Donc chacun des modèles pourra dire, oui, si on ne tient pas compte des ressources ou si on ne tient pas compte de la difficulté à électrifier, c'est possible la transition. Mais chacun dans son cadre. Et oui, si on les remarie, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Les modèles ne tiennent pas compte, par exemple, de la volonté politique ou du coût du futur système. Voilà, vous prenez tous les éléments que je vous dis et vous dites, il n'y a aucun modèle qui comprenne tout ce que je signale là comme étant absent des modèles. La probable augmentation du coût de l'énergie, par exemple, qu'on voit déjà aujourd'hui, pour des raisons circonstancielles qui ne peuvent pas être intégrées au modèle parce qu'on ne peut pas prédire que la Russie allait attaquer l'Ukraine. Ce n'est pas prédictible. Et pourtant, c'est factuel et ça empêche concrètement la transition énergétique. D'accord ? J'ai parlé de l'acceptabilité sociale, les impacts du changement climatique. C'était en Californie, je crois que tu me l'avais signalé. On ne recharge plus, on avait interdit la recharge des voitures Tesla parce qu'elles pompaient trop sur le système énergétique qui était fragilisé par la chaleur. Bon, c'est un exemple. Bon. On ne tient pas compte, par exemple, des effets sur la biodiversité, sur les matières premières, je l'ai dit, et on ne peut pas estimer des effets rebonds, par exemple. Et on ne tient pas compte de l'inertie globale des systèmes, ou quand on en tient compte, ça veut dire qu'on a écarté d'autres paramètres qui nous permettent de tenir compte de celui-ci. Aucun modèle, aucun scénario, aucune simulation ne peut être totalement fidèle à la réalité. Alors, pourquoi j'ai parlé au tout début de l'intervention du consensus scientifique et des hypothèses ou des champs de recherche scientifiques ?
Parce que si aucun scénario ne peut comprendre toute la forme du réel, toute la complexité du réel, aucun ne peut intégrer ça. En revanche, tous devraient intégrer ce qui fait déjà partie des consensus, puisqu'ils sont déjà vérifiés, partout, tout le temps. Et il y a quelque chose dont on a parlé déjà, c'est le principe d'irréversibilité. Il est universel. D'accord ? Toutes les transformations physiques sont irréversibles. Typiquement, votre café au lait, vous ne récupérerez jamais le cacao, votre cacao. Et ça marche pour le café. Hein. Vous ne récupérerez jamais votre café ou votre chocolat après l'avoir mélangé à votre lait. C'est une image, c'est une métaphore, mais ça marche très bien. Lorsqu'on fabrique des boîtes de conserve avec du... comment ça s'appelle ? Ce perturbateur endocrinien, le bisphénol, qui protège les aliments de la boîte, lorsqu'on en a fabriqué des millions, sinon des milliards, et qu'ils sont dispersés dans la nature ou brûlés, les perturbateurs endocriniens sont dispersés de façon irréversible. On n'ira jamais les récupérer, parce qu'en fait, la possibilité énergétique d'aller les chercher est verrouillée. C'est trop dispersé, toutes ces transformations-là ont rendu le retour en arrière impossible. Donc là, c'est massif, mais voilà, l'exemple typique de la bouteille qui se casse par terre, c'est un principe d'irréversibilité. Et dans les machines, voilà, c'est là où je voulais en venir, dans toutes les machines de l'univers, s'il y en a ailleurs que sur Terre, toutes les transformations à l'intérieur sont irréversibles. C'est-à-dire que toutes les usures, tous les frottements, toutes les dégradations chimiques dans les panneaux photovoltaïques, toute la porosité dans les cuves de centrales nucléaires, tout ça, ça se produit et ça ne peut pas naturellement revenir en arrière. Ça ne se répare pas tout seul. D'accord ? Ça veut dire que structurellement, ontologiquement, qualitativement, toutes les machines de l'univers, s'il y en a d'autres que sur la planète Terre, voient leur fonctionnement se dégrader avec le temps. Toutes, absolument toutes. Même les structures de conversion d'énergie que sont les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'on peut simuler une transition énergétique avec des machines en considérant qu'elles fonctionnent et qu'elles remplacent les hydrocarbures, l'hypothèse de travail. On sait qu'on ne pourra pas intégrer tous les paramètres dont j'ai parlé précédemment, mais en revanche, on a tendance à oublier, à mon sens, donc ça c'est une critique personnelle, que de toute façon, quoi qu'il arrive, tous ces scénarios-là doivent tenir compte que toutes les machines qui sont censées remplacer les hydrocarbures vont s'arrêter de fonctionner un jour. C'est sûr et certain. Il est répondu à cela, souvent, que, bien sûr, elles vont s'arrêter un jour, mais elles ont parfois un bon taux de retour énergétique. Qu'est-ce que le taux de retour énergétique ? C'est la quantité d'énergie investie pour récupérer de l'énergie. D'accord ? Quand on investissait de l'énergie au début du XXe siècle dans le monde, pour obtenir du pétrole, on investissait 1 baril de pétrole, on en récupérait 100. C'était beaucoup, c'était très bien. Aujourd'hui, on en récupère beaucoup moins, peu importe les chiffres, en fait, on se fiche des chiffres. Le fait est qu'un taux de retour énergétique, c'est une propriété d'un système. D'accord ? Les machines qui capturent l'énergie dans leur milieu peuvent avoir besoin de peu d'énergie pour récupérer beaucoup d'énergie. C'est très bien. Ça veut dire qu'elles ont une durée de vie. Parce qu'avec toute l'énergie qu'on récupère, en ayant investi un peu, eh ben on peut faire fonctionner un peu une économie, on peut faire fonctionner une industrie, on peut faire fonctionner des mines, parce qu'on a récupéré plus d'énergie qu'on en a investi, et donc on peut les réparer. D'accord ? Sauf que ça, c'est une propriété intrinsèque. Elles ont de bonnes compétences, elles sont performantes, elles sont efficaces, ces machines. Sauf que ça n'est pas une contradiction de l'irréversibilité des principes, de l'irréversibilité des transformations. Ça ne s'oppose pas. Il y a d'un côté une propriété physique universelle, ou une qualité irréductible du réel, qui est l'irréversibilité, et de l'autre une propriété des machines. Et je ne crois pas que quelque machine que ce soit sur Terre, aussi performante soit-elle, soit capable d'aller au-delà des limites physiques universelles. Même si elle est très performante, elle va s'user. La société qui travaille avec elle, les usines qui sont alimentées par cette industrie, par cette machine, tout ça, tout est soumis à l'irréversibilité des transformations, tous les fonctionnements de la société thermo-industrielle, de toutes les machines,
tout ça va se dégrader avec le temps. C'est un principe universel. Et je trouve, je pense, c'est ma critique personnelle, qu'on vous répondra très souvent à la critique que l'entropie gagnera toujours, hein, l'irréversibilité gagnera toujours, mais non, mais c'est bon parce qu'il y a un très bon taux de retour énergétique. En fait, ça n'a rien à voir. Je pense que ça n'a rien à voir. Et c'est très problématique parce que ça verrouille le débat, on ne peut plus discuter. C'est-à-dire que si, à chaque fois qu'on dit, ben oui, l'entropie va gagner quand même, le système industriel mondial, il ne peut pas s'auto-entretenir, ce n'est pas une structure dissipative, on l'a dit tout à l'heure. Le système industriel mondial n'a pas la capacité comme nous de se nourrir d'énergie et de s'auto-fabriquer. Il a besoin de nous qui sommes des structures dissipatives. Et donc comme il ne peut pas s'auto-alimenter et s'auto-réparer, ben, il va nécessairement subir l'entropie. J'espère ne pas être trop technique, ça va? Ou trop... Rapide détour, oui. Tout le taux de retour énergétique, en effet, entre un baril de pétrole investi et 100 récupérés il y a encore 20 ans, environ 20-30 ans, et aujourd'hui, où on commence à creuser les puits, on n'est plus qu'entre 1 à 10, de 1 à 10 à 1 à 20, et au niveau des gaz de schiste, je crois qu'on est entre 1 et 3 ou 1 et 5. Oui, oui. Donc ça s'écroule quand même sensiblement. Il n'y a aucun doute, le taux de retour énergétique, en lui-même, de toute façon, il ne peut qu'aller vers son déclin. Mais en partie parce que, de toute façon, les machines ne se réparent pas toutes seules. Tout de même, si les machines sont performantes, elles ne se réparent pas toutes seules, mais avec notre aide, la question, les limites ne sont pas intrinsèques à la machine, elles sont intrinsèques aux autres limites planétaires qui font que les machines ne pourront pas être entretenues, peut-être, mais encore faut-il savoir de quoi elles ont besoin pour être durables. Donc les machines peuvent être durables sous réserve qu'elles soient performantes et qu'elles n'enfreignent pas les autres limites planétaires. Votre transition me convient au plus haut point, parce que j'allais justement vous proposer de discuter. On arrive à un moment de discussion, de débat. Je vais vous poser une question et on va essayer de la travailler ensemble. Parce que là, vous me demandez si des machines, finalement, suffisamment performantes ne pourraient pas durer parce que notre société continuerait à fonctionner, donc on les réparerait, etc. D'accord ? C'est une excellente question. Et moi, je vais une excellente proposition de réflexion. Je vais vous poser la question, est-ce que pour vous, le vent, pour les éoliennes, les rayons du soleil pour les panneaux photovoltaïques et les atomes pour les centrales nucléaires, ce sont des sources d'énergie ? Ce sont des constantes. J'ai appuyé un mot dans ma phrase. Source. C'est-à-dire que rien ne se perd, rien ne se crée, c'est ça que vous voulez me faire dire ? Alors, je vais préciser. Est-ce que le vent, les rayons du soleil ou les atomes sont des sources d'énergie pour les sociétés thermo-industrielles ? Ce sont des flux, et les flux peuvent être captés. Oui, très bien. Jusque-là, je suis d'accord avec vous. Essayez de réfléchir au terme de source. Est-ce que c'est bien important ? Ah oui, c'est majeur. Est-ce que c'est important. Du moment que j'ai un flux, est-ce que j'ai besoin de connaître la source pour faire tourner mon moulin ? Est-ce que pour vous... Le nucléaire, il faut qu'il y ait de l'uranium. Oui. C'est pas ça, la source. Alors, est-ce que pour une société humaine, ici thermo-industrielle, mais est-ce que pour une société humaine, on va se limiter au vent par exemple, est-ce que pour une société humaine, le vent est une source d'énergie ? C'est aléatoire. C'est aléatoire, mais tant qu'il y a du flux, il y a de possibilités d'exploitation. Il y en a l'apparence, ouais. Comment ? Il y en a l'apparence que le vent soit. Il y a l'apparence. Oui. Pourquoi pas ? Le vent tourne. Mais la Terre tourne et ça dure plus que la vie d'un homme. Bon, la Terre tourne, elle entraîne un certain nombre de flux, donc des flux hydrauliques et des flux éoliens. Donc, tant que la Terre tourne, on doit pouvoir se brancher sur ces flux pour faire quelque chose. Alors, on doit pouvoir se brancher sur ces flux pour faire quelque chose. Très bien, on peut le faire, on sait faire une éolienne, il n'y a pas de doute, je suis d'accord avec vous. Donc, on peut capturer l'énergie du vent pour s'en servir. Jusque-là, je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est une source ? Allez jusqu'au bout, parce que pour moi, ce n'est pas une bonne question. Oui, mais je pense que c'est une question... pour être tout à fait honnête avec vous, c'est assez récemment que je me suis interrogé sur ce terme spécifique. Alors on va reprendre l'histoire. Vous vous souvenez tout à l'heure du graphique sur la démographie de l'humanité. Et on va reprendre les conditions à l'existence. L'alimentation, la santé et la sécurité, mais la condition la plus critique, c'est l'alimentation. Il faut
que les êtres vivants puissent capturer de l'énergie, puissent avoir de l'énergie. Et les êtres vivants, fortuitement au départ, il y a eu de l'énergie, ils se sont structurés et ils se sont nourris de cette énergie. Et pour eux, le soleil est une source d'énergie. Ça veut dire qu'il suffit qu'il soit là ou qu'il soit en face du soleil pour les organismes photosynthétiques, et le soleil directement, parce que les organismes ont ces propriétés-là auparavant, les fait croître. C'est une source d'énergie. Pour les sociétés humaines, la chasse, donc les animaux, ou la cueillette, ce sont des sources d'énergie parce qu'il suffit de puiser dans le milieu directement à partir de sa capacité corporelle, d'accord, sans outils même, parce qu'avant les outils on mangeait déjà. Donc le milieu est une source d'énergie, sans extension technique, sans extension exosomatique au départ. Après, on a développé nos extensions exosomatiques, nos outils, nos techniques, mais au départ, on avait une source, et c'est à partir de cette source qu'on a développé ces techniques, qu'on est devenu plus nombreux et qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. L'alimentation, c'est une source. Le bois, c'est une source de chaleur. On maîtrise le feu depuis 800 000 ans. Donc, on sait allumer des brindilles pour faire brûler une bûche, avoir du feu, et à partir de ce feu, on peut développer ensuite, à partir de rien, des instruments, des techniques, des fours, de la sidérurgie, quantité de choses qui n'étaient pas là et qui sont apparues grâce au feu en tant que source d'énergie. D'accord ? Avec les hydrocarbures, il s'est passé la même chose. Nous étions des sociétés industrielles grâce au feu qui provenait du bois, essentiellement de la biomasse. Et puis on était des sociétés agricoles parce qu'on mangeait déjà. Et un jour, circonstanciellement, nos sociétés ont eu les capacités techniques, politiques, économiques de se dire, au lieu de laisser ce truc gras, pâteux, noir, moche, qui pue par terre, on va le mettre, on va le brûler et ça va être une source d'énergie. Et c'est ce qui s'est passé. Une fois qu'on a commencé à brûler pétrole, gaz et charbon, on n'avait rien d'autre que de capacités préexistantes. On les a fait brûler et ça a augmenté nos capacités industrielles de façon considérable. Et les nouvelles capacités industrielles sont toutes apparues grâce à cette nouvelle source. D'accord ? Maintenant, on se trouve dans les années 60, on a tout, l'agriculture, les hydrocarbures, de l'ingénierie, des savoirs incroyables en sciences, en théorie de la relativité, en mécanique quantique, donc on maîtrise l'atome, et puis on a des capacités d'ingénierie qui font qu'on sait faire des panneaux photovoltaïques et des éoliennes. Est-ce que le vent, les atomes et les rayons du soleil sont des sources ? Les rayons du soleil, vous avez dit que oui pour les chasseurs-cueilleurs. Non, pour les plantes. Pour les plantes, pour la photosynthèse. Pour les plantes. Ouais. Eh bien, très bien. Vous donnez un très bon exemple. Pour nous, les rayons du soleil, on ne peut pas manger les rayons du soleil. Pour nous, ce ne sont pas des sources. C'est une différence qualitative fondamentale. Sinon, on n'aurait pas de problème d'agriculture. Parce qu'on ferait du prana et on se nourrirait du soleil. Ça n'est pas une source. C'est parfait. Donc, dans les années 60, on a plein de techniques et on se dit on va aller capter l'énergie du vent. Est-ce que cette énergie est devenue une source ? Et non. Tout le vivant invente ses machines. Alors nous, elles sont plus complexes que d'autres vivants. Mais voilà, il me semble que le soleil, le vent et les flux de l'eau sont utilisés par tous les vivants. Oui. Surtout, en quoi cela, pousse-nous ton raisonnement, en quoi cela fait que c'est ce que nous, couramment, on appelle les énergies renouvelables, les nouveaux renouvelables, ne sont pas pérennes et ne te paraissent pas, je dirais, porteurs de futur. Fondamentalement. Eh bien, parce que comme vous le disiez, que pour nous, l'énergie du soleil n'est pas une source et qu'il faut que nous mangions des organismes photosynthétiques, si un jour nous n'avons plus des organismes photosynthétiques ou des animaux qui ont mangé l'énergie du soleil, c'est les autres limites du coup. Si nous ne les avons plus, nous n'avons plus accès à la source initiale qui est le soleil. Et nous mourrons. D'accord ? Regardez. Ici, vous avez une projection fallacieuse, c'est-à-dire non scientifique au sens de preuve, de faisabilité,
du développement des énergies dites de transition, de substitution, en vert clair, en bleu, là, par rapport au déclin des hydrocarbures. Sauf que les hydrocarbures sont la source historique des sociétés thermo-industrielles pour faire tout, y compris de la chimie, même l'agriculture. C'est vraiment une source. Il a suffi de puiser dans ces réservoirs pour nous alimenter, développer des techniques et arriver jusqu'à aujourd'hui au plateau et au pic et descendre ensuite. Alors que si nous coupons l'approvisionnement dans ces sources-là, nous ne pouvons pas utiliser que le vent ou que les énergies du soleil, ou que les rayons du soleil ou que les atomes pour fabriquer des centrales nucléaires, des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Il nous faut une source. C'est-à-dire vraiment c'est ce mot-là qui est clé et qui a été une espèce d'éclaircissement de ma réflexion il y a ces quelques mois derniers. Le terme source change tout en fait. Oui, mais quand même, je ne suis pas pour défendre la société industrielle. Simplement, je suppose en termes de durabilité, qu'en changeant d'échelle, en raisonnant en termes de territoire et d'hommes respectueux du reste du monde à des échelles successives emboîtées, on devrait pouvoir penser des technologies durables. Alors, après, la question de savoir si avec la fission on est potentiellement meilleur qu'avec la fusion ou si ça demande tellement d'autres destructions qu'on n'y arrivera jamais. Après, sur la question de l'énergie solaire, il semblerait qu'on soit assez mauvais pour utiliser l'énergie solaire qui est potentiellement pléthorique. Encore une fois, je ne souhaite pas qu'on vise en dépensant autant d'énergie qu'on dépense aujourd'hui. Mais voilà, on serait organisant autrement, avec moins de monde sur des plus petits territoires respectueux, etc. On peut continuer d'inventer des machines un peu plus performantes pour une communauté, un territoire, etc. Oui, donc, voilà. Je vous suis là-dessus. C'est-à-dire qu'il reste des possibles. Je ne dis pas que l'avenir est fermé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se pose la question de la substitution, c'est-à-dire remplacer quelque chose par quelque chose. Et oui, c'est ça la question qu'on se pose. C'est est-ce qu'on va pouvoir éviter des émissions de CO2 en remplaçant des infrastructures par d'autres qui permettraient de faire fonctionner peu ou prou. Qu'est-ce que vous dites sur la fusion et sur le fait qu'on utilise très mal l'énergie solaire? Alors ça, même moi, ça ne m'intéresse pas dans le sens où on va pouvoir préserver la société industrielle, mais bon, puisqu'on est sur ce débat... Là, vous avez des réponses quantitatives. Donc très mal, ça veut dire qu'on pourrait faire mieux, c'est une réponse quantitative. Après, vous avez une réponse encore quantitative, c'est la fusion. La fusion, ce serait formidable parce qu'on aurait beaucoup. C'est deux réponses quantitatives. Moi, la réflexion que je vous propose, elle est qualitative. Certes, je suis sûr qu'on peut faire des machines très performantes, j'ai aucun doute là-dessus, et on va le faire. Est-ce que qualitativement, ça va faire de l'uranium ou de n'importe quel rayon de soleil ou n'importe quelle intensité énergétique ou n'importe quel flux d'air une authentique source? Si ça ne devient pas une source, on restera toujours dépendant de nos véritables sources, même pour faire fonctionner une centrale à fusion. Parce qu'une centrale à fusion, si on l'isole complètement des approvisionnements en hydrocarbures qui sont notre source historique, eh bien peut-être qu'elle pourra boucler sur sa propre production d'énergie pendant un temps, avec une société qu'elle alimentera, avec des industries électriques, des fonctionnements électriques, des services électriques. Ça va boucler, sauf que l'entropie va forcément, qualitativement, impacter le fonctionnement, puisque tout ça, c'est des transformations, avec le temps. Et là, vous comparez, vous opposez, mais ce n'est pas vous qui le faites, c'est notre construction mentale de la transition énergétique. C'est opposer des problèmes qualitatifs, qui font consensus, universel, avec des réponses quantitatives, un très bon taux de retour énergétique, une très grosse machine, une très grande efficacité, etc. Ce que je crains, c'est que votre conclusion, ça soit de dire un homme avec des machines, c'est pas durable. Et si c'est ça la conclusion, j'aurais tendance à... Alors, les machines, c'est pas forcément la société industrielle. C'est ça que j'essaie de dire. C'est un homme avec des machines, ça n'existe pratiquement pas. Voilà. Et donc, c'est quoi le coup d'après, quoi? Alors, oui, le coup d'après, il est extrêmement hypothétique et il est sous-tendu par les questions que vous venez de soulever. Est-ce qu'un homme avec des machines, ça marche longtemps? Parce qu'il faut quelque part que tout ça soit alimenté par une source d'énergie, pas par de l'énergie. Je ne dis pas que l'énergie, il n'y en a pas dans le vent. Je dis que ce sont des énergies de complément. On peut aller les chercher, ça s'ajoute. Mais on ne pourra jamais se servir que de ça. Mais on ne peut pas progresser sur l'utilisation de cette énergie? On peut progresser, on le fait. Mais ça, c'est quantitatif. On peut améliorer les systèmes de capture.
Et qualitativement, ça veut dire que même si on améliore beaucoup une centrale nucléaire et qu'elle devient extrêmement performante, si on l'isole d'une source d'énergie pour se réparer longtemps, eh ben, elle va finir par se dégrader et s'arrêter toute seule, comme votre cafetière. Si vous n'appelez pas de temps en temps Darty pour la remplacer parce qu'elle est cassée. Sauf dans les dystopies où c'est les robots qui prennent le pouvoir. Exactement, mais c'est de la dystopie. Votre cafetière et la centrale nucléaire, sur le plan scientifique, ce sont des objets dont les transformations mènent à la dégradation du service rendu. Pareil. Et on a l'illusion que parce que la centrale parce que les éoliennes sont alimentées par une énergie, ça devient une source d'énergie. Mais ça, c'est une construction cognitive. C'est pas la réalité. Une éolienne, ça reste une éolienne, c'est un convertisseur d'énergie, mais ça ne fait pas du vent une source. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne change pas l'avenir de l'éolienne intrinsèquement. Mais je vous en prie, merci beaucoup pour votre présence. Alors, je vois justement que le temps file. Je pense qu'on a traversé pas mal de questionnements méthodaux. Et je vais vous proposer, pour prolonger le débat, et prolonger le débat ailleurs qu'ici, de réfléchir à des questions à poser à vos interlocuteurs quand vous voyez bien dans les journaux que les émissions de CO2 continuent à augmenter, que le climat continue à se détériorer et que votre interlocuteur vous répond toujours, mais il y aura forcément une transition énergétique. Voilà. Ça, c'est le réel qui n'avance pas comme on voudrait, et votre interlocuteur qui, en toute bonne foi et en toute sincérité, et il ne faut pas lui en vouloir, c'est comme ça, croit en la transition énergétique. Je dis croire, parce qu'aujourd'hui, la science n'a pas démontré que la transition énergétique était faisable. Entendu ? Et il a raison de le croire, je ne vais pas l'en empêcher. Qu'est-ce qu'on va lui dire maintenant qu'on a ces problèmes qui s'accumulent et cet interlocuteur? Je vous propose de poser ces questions-là pour ouvrir le débat. Il n'y a pas de transition énergétique pure, il y a une transition alors citoyenne, ça veut dire qu'il y a 15 transitions pour que ça marche, il n'y en a pas qu'une. Tout à fait. Là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir réduire les émissions de CO2 en continuant à se nourrir d'énergie? C'est ça la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir substituer des technologies par d'autres? Alors, là, on va... Démographique et organisationnel. Ah ben, ça, alors, je vous suis d'autant plus que justement le politique a un rôle absolument majeur pour gérer tout ce qui relève de la transition, de la continuité, de la résilience. Le politique est absolument central. Mais quand le politique dit que la transition énergétique a été prouvée par la science, je suis en désaccord total, c'est faux. Voilà, c'est ça vraiment l'objet que je tiens à dire aujourd'hui. Et donc, pour que ce débat ne nous rende pas fous, parce qu'au bout d'un moment, quand on va continuer à voir les émissions de CO2 augmenter et qu'on va continuer à nous dire que la transition énergétique est possible, il y en a qui vont vraiment exploser. Et puis il y en a déjà qui explosent, les climato-sceptiques, les relativistes, les pseudo-scientifiques, ils explosent déjà. Donc il faut vraiment réinjecter du sens dans le débat, sinon c'est, à mon sens, très dangereux pour nos sociétés. Alors quelques questions. Quelles sont les démonstrations, pas des modèles, des scénarios, des simulations scientifiques sur lesquelles s'appuient les affirmations de preuves de faisabilité pour la transition, ou de solutions pour décarboner la production d'énergie. Quand un scientifique, un politique, un communicant, un vulgarisateur vous dit la transition est possible, demandez-lui quelles sont ses sources. Si ce sont des modèles, des scénarios ou des simulations, vous lui dites non, ce pas des preuves. Autre question, est-ce que le vent, les rayons du soleil et les atomes radioactifs sont des sources d'énergie pour les sociétés interno-industrielles, ou ces énergies sont-elles ontologiquement dépendantes des hydrocarbures? C'est une question, à mon sens, centrale. Et il faudra qu'on y réponde mieux que je ne le fais, mais je propose qu'on en débatte. Voilà, qu'on en débatte. Est-ce que le taux de retour énergétique s'oppose à l'irréversibilité des transformations physiques? C'est une question épistémologique, à mon sens, assez profonde. Et qui pourrait avoir des réponses désagréables, mais il vaut mieux qu'on sache de quoi pourrait être fait l'avenir. Donc, on peut renverser les questions et les exprimer autrement. Quand on vous dit « nous avons l'avenir du climat entre nos mains », il y a des conditions en fait. Peut-être que c'est vrai, encore une fois, peut-être que l'humanité est capable de s'autodéterminer, qu'elle a un libre arbitre, qu'elle décide de son orientation en faisant des choix politiques bien adaptés, précis, bien choisis, des bonnes décisions. Peut-être que c'est vrai, moi j'en sais rien, mais c'est conditionné. Donc c'est conditionné si la substituabilité des énergies est démontrée, si on peut vraiment faire une transition, si le vent, les rayons du soleil et les atomes radioactifs sont des sources, on l'a dit, si le taux de retour énergétique s'oppose à l'irréversibilité, etc. Et enfin, s'il est démontré que l'humanité est aujourd'hui pleinement capable d'autodétermination ou pas. Pour moi, c'est vraiment des questions philosophiques profondes et qui sont, si on ne les traite pas, on va se prendre
non seulement le mur écologique, mais une espèce de vide de pensée qui nous empêchera complètement de comprendre ce qui se passe. Et d'être désemparés, démunis, surpris, sans avoir aucun moyen de nous adapter. Je pense que c'est très grave. Conclusion, si vous me le permettez. Pour aller plus loin sur certains points que je n'ai pas pu développer aujourd'hui, je vous renvoie vers le renforcement synergique des énergies, dont la définition, mais ne la lisez pas maintenant, je vous la donne de vive voix, c'est le risque, voilà, que tout ce qu'on met en place pour faire sensément une transition énergétique, finalement on s'en sert pour augmenter les émissions de CO2, à la fois sur le plan technique et économique. Voilà. Les énergies vertes, c'est ça, oui. Ben, écoutez, j'ai cette crainte, donc La finance verte, en tout cas, c'est vrai, ça. Je vous renvoie aux 2 livres que j'ai cités, effectivement, c'est assez vertigineux. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était chouette, ces échanges, c'était stimulant. Merci beaucoup. Merci.